est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, très attendue dans le département, à Mayotte à partir de demain pour une visite de 3 jours. Nous sommes donc partis recueillir les attentes des partenaires sociaux. Alors que la réforme sur la formation professionnelle est en cours, l'homme que vous voyez, Salim Daoud, ne souhaite qu'une chose, la création d'un bac pro menuiserie aluminium, secteur d'avenir selon lui à Mayotte, mais son projet a du mal à se concrétiser. Passer enfin le 7e tour de la Coupe de France de football, le FC Mtsapéré y croit. Mais encore une fois, est-ce que le mental sera suffisant? Arrivé à ce stade de la compétition, aucune équipe locale n'a pour l'heure réussi pour l'instant à aller plus loin. Mais d'abord, cette mésaventure en plein vol. Mésaventure ce matin des passagers d'Air Austral à destination de Mayotte et en provenance de La Réunion. Après le décollage, le commandant de bord a décidé de rebrousser chemin, ayant constaté une fissure du pare-brise au niveau du cockpit. Ce n'est que vers 17h et après avoir changé d'appareil que les passagers ont atterri à Mayotte. Zora Abdoukafé s'est entretenue avec 2 d'entre eux. À leur descente d'avion, on les écoute. Je reviens de La Réunion pour des problèmes de santé. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que 10 minutes après le décollage, on a entendu un bruit et l'avion a chuté, quoi. On a senti cette descente très rapide, on a eu très peur. On a senti cette tension autour de nous et du fait que l'avion chutait très rapidement. Et on nous a prévenu quand même assez vite qu'il y avait un problème technique, qu'on allait faire demi-tour. On a dû rentrer juste au-dessus de la mer, quoi. On voyait la mer juste en dessous et l'avion était instable, donc on a eu peur. On peut dire merci Dieu qu'on a pu réatterrir sur La Réunion. Après un décollage de 20 minutes, il y a le commandant de l'avion qui nous a signalé qu'il y avait un problème technique, qu'il était obligé de retourner sur La Réunion. On a été atterri. Et dans les journaux, on a aperçu qu'il y avait un impact sur la vitre avant de l'avion. Mais après tout ça, est-ce que le problème réel est sur ce problème-là ou bien l'appareil est vétuste et il était temps à ce qu'on ait un appareil digne de ce nom qui fasse la ligne entre Mayotte et La Réunion? Parce qu'il faut voir que l'appareil qui est affrété par Air Austral, eFly, c'est un appareil vétuste qui... Par moment, on se dit s'il y a réellement de la sécurité à l'intérieur. Revenons sur l'histoire de ce professeur de philosophie au lycée de Sada, accusé de terroriser ses élèves quand sa hiérarchie parle de lui comme d'un enseignant juste exigeant. Ses collègues solidaires réfléchissent à une action de soutien plus forte qu'il pourrait mener dès lundi. Nous avons rencontré Patrick Mulamba, très affecté par les attaques à son encontre. Gervais Nietzsche, Farah Ousseini. Cet homme de 64 ans qui arpente des rues de Grande-Terre se considère lui-même comme un cadavre ambulant. Patrick Mulamba souffre de l'hypertension depuis le jour où quelques parents d'élèves ont manifesté pour dénoncer son incompétence. Cet enseignant de philosophie au lycée de Sada se dit complètement détruit. Je me sens comme peut se sentir un être humain humilié, à qui on a enlevé, excusez-moi le terme, la culotte publiquement. Je suis un homme complètement mort sur le plan psychologique, sur le plan humain, sur le plan social. À son domicile, Patrick Mulamba exhibe des documents, son DEA, l'équivalent de Master 2, obtenu à Lyon, pour prouver qu'il a fait des études supérieures en France, mais aussi sa carte nationale d'identité pour montrer qu'il est bien un citoyen français. Il dénonce un délit de sale gueule. Je suis en train d'être banni à cause de la couleur de ma peau. Mais la couleur de ma peau ne veut rien dire. Ce que veut dire, c'est mon état, c'est quelque chose, c'est mon état civil qui est là. Vous avez saisi des tribunaux? J'ai saisi, j'ai fait dépôt de plainte auprès du service de la gendarmerie. Au vice-rectorat, c'est le chef de cabinet qui suit l'affaire Patrick Mulamba depuis son déclenchement lundi à Sada. Ici, on reconnaît que l'enseignant est exigeant avec ses élèves, mais il n'y a pas le moindre doute sur ses compétences. Vous êtes convaincu ici au vice-rectorat que cet enseignant est compétent et n'a rien à se reprocher. Pourquoi vous l'envoyez au lycée de Chirangui? La première raison, c'est que cet enseignant est agent de l'État, donc en mission d'enseignement. Et donc le fait d'avoir vu son nom inscrit sur la route, sur des murs menant au lycée, c'est une violence grave
insupportable pour lui en tant que personne, tout simplement, et il n'est plus en état d'aller dans cet établissement pour donner des enseignements. Les autorités académiques de Mayotte vont plus loin. Elles insistent sur le sérieux et la rigueur qui caractérisent la politique de recrutement des enseignants dans le 101e département français. La procédure de recrutement des contractuels est absolument précise, puisqu'il y a une procédure en partie informatique sur une plateforme qui s'appelle Chloé, et qu'ensuite tous les prétendants à la fonction de professeur sont reçus en entretien par un inspecteur de la discipline. Donc, normalement, ils sont tous validés par un inspecteur. Plusieurs enseignants du lycée de Sada ont observé ce vendredi un débrayage de 10 minutes en soutien à Patrick Moulamba. Dans un communiqué, le député Mansour Kamardine soutient le mouvement de protestation mené depuis le début de la semaine à Sada par des parents d'élèves. Il invite le ministre de l'Éducation nationale à ordonner une inspection du vice-rectorat de Mayotte. Je vous le disais en titre, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, sera à Mayotte demain. Une visite de 3 jours rythmée par de nombreuses rencontres et discussions autour de l'application du Code du travail qui reste partielle dans le département. Patrons et syndicats regrettent le retard pris dans la publication des différents décrets d'application. Le dernier date du 6 novembre dernier. D'ailleurs, on va revenir dans un instant, on me dit, sur cette visite. Mais d'abord ce clap de fin ce jeudi pour le premier forum économique de l'île. Forum avec comme invité des opérateurs venus des pays de l'Afrique de l'Est en passant par la Réunion, Madagascar, Maurice et les Comores. Alors que retenir de cette mise en réseau? Nous avons posé la question à quelques participants. Leur réponse avec Laini Seydeshim et Youssouf Ahmed Matoa. Sababu ya kuja kwetu hapa kuhudhuria kongamano hili ili kuja kuelezea mfumo wa benki za Kiislamu na mfumo wa Islamic Finance unafanya kazi vipi. Na kutokana na tulivyozungumza jana, watu wengi wamejifunza mambo mengi, kwa sababu kwa watu wengi hili ni jambo ambalo halijulikani. Lakini sisi tumeweza kueleza mfumo huu umeanza lini na uko vipi katika dunia nzima na uko vipi katika East Africa. Comme vous le voyez, ce n'est pas la bonne version. Alors, est-ce qu'on aura la version française? C'est parti. Ah, nous ne l'aurons pas. Décidément, aujourd'hui, il y a un problème. Alors, nous allons maintenant parler, je vous le disais, de la ministre du Travail qui arrive demain à Mayotte et qui assistera d'ailleurs à l'installation dès demain du CREFOP de Mayotte, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Être libre de choisir son emploi, l'un de ses combats. Et justement, en parlant de combat, nous avons rencontré un homme, Salim Daoud. Il rêve de créer à Mayotte un bac pro menuiserie aluminium. Seulement voilà, son projet a du mal à se concrétiser. Gervais Nitieux, Farousini. Salim Daoud a du cœur à l'ouvrage, mais l'esprit vagabond et torturé. 3 ans déjà que ce menuisier tente en vain de réaliser le projet le plus important de sa vie professionnelle, la création d'un bac pro aluminium à Mayotte. J'ai envie que les gens qui sont intéressés par l'aluminium, pour qu'on puisse se retrouver, pour qu'on puisse partager ce qu'on sait faire, l'aluminium. Donc c'est pourquoi un bac pro menuiserie aluminium ici à Mayotte est très 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 important. C'est le métier de l'avenir. Regardez partout qu'on construit, c'est ce métier-là. Une maison, il prend sa valeur si on travaille, si on met vraiment des produits qui tiennent la route, l'aluminium. C'est en octobre 2015 que sa demande d'agrément à l'apprentissage est enregistrée à la direction des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi. Et dans la foulée, Salim Daoud reçoit l'accord du vice-rectorat pour être le maître d'apprentissage des élèves inscrits en bac pro alu. Seulement voilà, son atelier, situé à Amjago, dans le nord de l'île, est trop petit. Vu que c'est une filière qui n'existe pas sur l'île, pour pouvoir l'ouvrir, il faudrait minimum 8 élèves et maximum 12. Ici, je ne peux pas accueillir plus de 2. Salim Daoud entre alors en pourparlers avec le conseil départemental. Le but, acheter un terrain plus grand à Longoni pour pouvoir installer un atelier répondant aux normes. Une première parcelle lui est proposée, mais à cause d'un litige entre le conseil départemental et un autre acquéreur, l'affaire échoue.
Les élus promettent alors à Salim Daoud un deuxième terrain, toujours en Longoni, non loin du port. C'est un lot de 11 000 m². Là aussi, il y a un problème. Il y a des gens qui squattent le terrain. Donc au jour d'aujourd'hui, eux, ils ne prennent pas l'initiative de dégager tout ce beau monde qui squatte. Et du coup, je me retrouve pris entre le marteau et l'enclume. Face à ce blocage, Salim Daoud active le plan B. Le Mahorais de 42 ans, profondément attaché à son projet, décide de louer ce hangar de 500 m² à 10 000 € par mois. L'entrepôt rempli de sacs de riz ne sera mis à sa disposition par le bailleur que début janvier. Et nous poursuivons ce journal quelque peu perturbé. Aujourd'hui, on va parler de Mayotte, l'île au parfum, l'île au lagon, qui pourrait être appelée également l'île aux déchets. Un nom pas très valorisant, mais encore faudrait-il que l'ensemble de la population soit sensibilisée sur cette problématique ô combien importante chez nous. À l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets du 17 au 25 novembre, le parc naturel marin de Mayotte rappelle que malgré des avancées, il reste beaucoup à faire en matière de réduction de déchets. Hachim Seydachim, Zora Abdoukafi. La saison des pluies est là. En cette période, une grande partie des déchets jetés dans la nature finissent dans le lagon. Plusieurs sortes de déchets, des bouteilles, des tongs et des canettes, des détritus composés à 90% de plastique. Une fois décomposés, les polluants microplastiques peuvent résister plusieurs centaines d'années dans l'eau et toucher notre chaîne alimentaire. Face à ce fléau, l'heure est à la sensibilisation et à la vigilance. Donc on appelle plus à la vigilance, à la responsabilité de chacun en essayant de faire prendre conscience que nous sommes le dernier maillon de la chaîne et que ce que nous jetons dans la nature va se retrouver dans notre assiette et nous empoisonner parce qu'on ne sommes pas faits pour manger du plastique et encore moins les polluants chimiques qui sont relargués lors de leur décomposition. La bonne nouvelle est que depuis la mise en place du tri sélectif, Mayotte enregistre une baisse sensible des foyers de déchets sauvages. Pour l'instant, nos suivis sont trop récents pour pouvoir caractériser une évolution. Ce qu'on voit à terre, c'est qu'il y a quand même eu des améliorations dans la gestion des déchets avec la mise en place du tri sélectif qui est quand même déjà bien pratiqué par la population, avec l'ouverture d'une décharge pour les déchets qui est conforme aux normes européennes et la fermeture des anciennes décharges qui étaient très polluantes. Donc on progresse, mais il y a encore énormément de travail à faire pour améliorer la qualité de la collecte. Ce robot est à Mayotte pour 1 an. Il va effectuer des prélèvements de déchets et en définir le type et la provenance. Une recherche pour mieux cibler dans l'avenir le travail de sensibilisation et les mesures de gestion des déchets pour mieux protéger le lagon. Alors tout à l'heure, je vous parlais donc de la visite de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, visite de 3 jours. Nous sommes partis à la rencontre des partenaires sociaux, savoir ce qu'ils attendaient de ce déplacement, premier déplacement de Muriel Pénicaud. On écoute les réactions au micro de Léni Seydachim et Youssouf Ahmed Matoir. Qu'elles comprennent que les chefs d'entreprise n'ont bien sûr pas eu le temps de connaître, de comprendre, d'utiliser comment fonctionne ce code. Et donc il faudra une certaine souplesse, de l'accompagnement, de la pédagogie, que ce soit pour les chefs d'entreprise comme pour les salariés et que ça ne soit pas non plus une source de conflits sociaux. Comme il y a des incohérences entre le code de la sécurité sociale et le code du travail, parce qu'il aurait fallu travailler les deux ensemble et en amont avec des études d'impact. Donc il faudra mettre ça en place. C'est pour ça que nous, le MEDEF, nous le disons. Nous invitons les partenaires sociaux à s'asseoir autour de la table pour que l'on puisse parler de l'application progressive du code du travail pour qu'en fait on aille vers une vraie convergence nationale du droit du travail tout simplement. Aujourd'hui, l'application du code de sécurité sociale nous handicape ici à Mayotte parce qu'il y a tellement des attentes sur les minima sociaux, etc., par rapport à cette situation. On nous a donné un véhicule, mais le moteur a été démonté. Donc la voiture ne fonctionne pas. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'il nous apporte le complément
de formation qu'il faudrait pour permettre la mise en place du conseil de prud'homme permettant de départager les salariés qui sont en difficulté par rapport à leurs employeurs. Et aussi, nous avons besoin d'avoir la mise en application du code de la Sécu à Mayotte, tout simplement pour pouvoir permettre aux parents qui ont des enfants qui puissent avoir la possibilité d'avoir de congés de paternité rémunérés. Mais aujourd'hui, ils peuvent bénéficier de ce droit, mais sans avoir la rémunération. Je vous emmène maintenant aux Comores. Sans visa, impossible d'aller étudier ailleurs. Le problème rencontré par les étudiants comoriens qui ont manifesté leur mécontentement dans les rues de Moroni ce jeudi. 500 d'entre eux reprochent à leur gouvernement et ministère des Affaires étrangères de ne rien faire pour faciliter leur démarche. À Moroni, le reportage de nos correspondants Ahmed Ali Amir et Ibrahim Youssouf. Des dossiers de près de 500 étudiants non boursiers transmis à l'ambassade du Maroc en Tanzanie attendent toujours la délivrance du visa. Le nombre élevé d'étudiants aurait attiré la curiosité du Maroc, qui demande du temps pour les éplucher minutieusement. Explication qui ne satisfait pas les étudiants, qui suspectent les responsables de négligence et de détournement d'argent. Les dossiers sont déjà là-bas, à l'ambassade des Comores, tous. Les listes ont été classées par établissement, on le sait, par établissement pour faciliter l'examen. Il appartenait, ou bien il appartient, à notre ambassadeur là-bas de rentrer en contact avec l'ambassadeur du Maroc pour voir pratiquement comment on va procéder. Le ministère des Affaires étrangères rejette toute responsabilité dans la lenteur du traitement des dossiers et dénonce des réseaux parallèles qui s'appuient sur des écoles privées du Maroc pour simuler de fausses inscriptions. Certaines rumeurs affirment que nos dossiers ne sont pas encore à l'ambassade du Maroc qui se situe à Tanzanie. Mais nos dossiers sont toujours à l'ambassade de Comores qui se situe à Tanzanie. Donc c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui rassemblés pour parler aux autorités compétentes à cette question. Les rentrées universitaires effectuées dans la plupart des établissements au Maroc, les étudiants exigent des réponses claires ou la récupération de leur passeport et l'argent versé pour couvrir les frais d'acheminement. Du sport pour terminer, J-1 avant le match tant attendu de l'Entente Sannois-Saint-Gratien contre FC Mtsapéré. Match dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France de football. Une affiche et un tirage au sort qui n'est pas sur le papier en notre faveur. Mais sait-on jamais, l'exploit des Diables Rouges pourrait peut-être enfin avoir lieu si la victoire est au rendez-vous. Notre envoyé spécial, Daroche Daou, a rencontré les hommes d'Abidi Massoundi lors d'une petite séance de promenade de détente à Clairefontaine ce matin. Les images sont signées Nourdine Bensmaël. Dans vos ligues et dans les ligues de métropole, il y a 6 tours en tout cas qui s'organisent. Et puis aujourd'hui, à la veille de ce week-end, pour le 7e tour, il y a 88 matchs. Donc vous êtes les représentants des 7000 clubs engagés. Le message de bienvenue au cœur du football français, le Centre technique national à Clairefontaine. Ils sont Tahitiens, Guyanais et Mahorais à réaliser chacun un rêve de gamin, celui de disputer la Coupe de France en touchant le précieux trophée. Certes, ce n'est ici que le 7e tour de cette prestigieuse compétition avec l'entrée en liste des équipes de l'Outre-mer, mais les joueurs du football club de Mtsapéré, les représentants mahorais, entendent gravir un échelon dans cette fabuleuse aventure. C'est assez émouvant pour nous, parce qu'on est fans de football depuis tout petit, on regarde la Coupe de France, et là on est à Clairefontaine, et on peut toucher le trophée et tout, c'est un truc bien, c'est exceptionnel. Dans ce centre de Clairefontaine qui abrite désormais 2 étoiles indéboulonnables, les Mtsapérois ont conscience du défi qui les attend dans ce rendez-vous épique de ce samedi 17 novembre dans le Val d'Oise. À jour J-1, c'est le moment idéal pour nous. En fait, visiter ce temple du sport français, du football français, c'était le moment idéal pour nous de se préparer. Moi, j'ai des joueurs qui sont bien préparés pour la compétition, des joueurs qui sont en forme, qui sont
qu'on a l'ambiance, pendant toute la période qu'on est là, c'est l'ambiance totale et la discipline qui est, les entraînements qui sont bien gérés. On pense que cette année, on arrivera à faire quelque chose pour Mayotte. Demain, ce sera peut-être le jour de gloire des Diables Rouges encore amateurs, même si l'adversaire, l'Entente Sanois Saint-Gratien de niveau national, évoluera à domicile. Un beau défi en perspective. Et à noter que c'est la 5e fois que FCM participe au 7e tour de la Coupe de France. La première fois, c'était en 2001 contre Vesoul, un club de CFA. Voilà qui met un terme à ce 19h. Désolé encore pour ce journal quelque peu perturbé. Avant de nous quitter, je vous rappelle les attentes nombreuses des partenaires sociaux à la veille de l'arrivée de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, qui effectue son premier déplacement à Mayotte et ce durant 3 jours. L'application partielle du Code du travail, les retards des décrets d'application ainsi que l'harmonisation entre le Code du travail et celui de la sécurité sociale. Voici quelques-unes des préoccupations des partenaires sociaux rencontrés ce vendredi. Je vous laisse en compagnie de Zoria Hamza pour le journal en Chimanré. Demain, exceptionnellement, votre journal sera à 18h en raison du direct à partir de 19h du 7e tour de la Coupe de France, opposant, je le rappelle, l'Entente Sanois Saint-Gratien au Diable Rouge de Mtsapéré, un match commenté par Darwesh Daou en direct sur nos antennes et live Facebook. Excellente soirée à vous et désolé encore.